Cette semaine, dans le balado, on fuit la mort, on garde un secret et on participe à un drôle de tournage. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Pat. Donc, c'est officiellement l'été. Oui. Au niveau du cinéma, c'est l'été. Je sais que au niveau des saisons, il reste plusieurs semaines de printemps, mais c'est le coup d'envoi de mai, exact. Des blockbusters américains. C'est-tu le Comic Book Day? Free Comic Book Day, effectivement, qui a lieu le 3 mai. C'est le premier samedi du mois de mai. Ouais, fait que ça varie. Et en plus, ça tombe 4 mai, qui est la journée mondiale de Star Wars, May the 4th Day. Fait que double célébration pour les amateurs de la culture populaire. Mais avant d'aborder et de parler des nouveautés de la semaine, petit mot de notre commanditaire. Oui, on salue le Club musical de Québec, qui est votre diffuseur de concerts de calibre international dans la capitale de Québec. Ils ouvrent une fenêtre sur le monde grâce à 6 nouvelles destinations musicales en 2024-2025, donc la prochaine saison. Parmi ces artistes d'exception, le violoniste grec Leonidas Kavakos interprète Bach en solo. Le Israeli Chamber Project nous offre Petrouchka et d'autres œuvres au caractère magique. Et le pianiste français Pierre-Laurent Aymard tisse des ponts entre les compositeurs passés et présents. On souligne également de grands retours avec les Thalys Scholars retraçant 1000 ans de chant. Le baryton Thomas Sampson célébrant la liberté aussi bien par la musique de Mahler que par les mots d'Abraham Lincoln, et ainsi que le clarinettiste Martin Frost, l'altiste Antoine Tamesti et le pianiste Shai Wozner se réunissant autour de la danse et du folklore. Prenez rendez-vous dès maintenant avec les plus grands artistes en vous abonnant à ces événements incontournables. Plus de détails au clubmusical-de-québec.com. Alors, petit tour d'actualité. Est-ce que tu as quelque chose qui a attiré ton attention? Ah non, tu sais que j'avais mes œillères cette semaine. J'ai rien vu aller. Parfait. Alors, je me lance et tu réagiras. Et tu m'as parlé de potins, oui. d'acquisition. Oui, potins économiques. Les échos de couloir. Ben oui, écoute, en fait, c'est sorti officiellement que Sony Pictures, avec un autre fonds mutuel ou d'argent, la FTQ, aurait fait une offre d'achat pour Paramount Global. Donc, on avait déjà parlé il y a un bout que Paramount était potentiellement à vendre. Oui, c'est ça. Donc, la famille Redstone qui gère encore la patente. C'est maintenant la fille de Sumner Redstone, je pense, qui était longtemps propriétaire de Paramount Pictures et maintenant Paramount Global, qui englobe toute la grosse compagnie à l'international. Donc, il y a des rumeurs en fait qu'il y aurait un merger en anglais, une fusion avec Skydance, qui est aussi une boîte qui produit. On voit souvent le logo devant les films. Les Macquarie, fait que les Missions Impossibles, je pense, et tout ça. Donc, fait que je pense qu'ils ont déjà des parts dans Paramount. Mais là, Sony, très agressif, aurait offert 26 milliards pour Paramount Global et cash. Donc, c'est ça, mais je pensais que c'était comme en blague. Mais non, vraiment pas. Donc, la compagnie ne serait pas une compagnie publique, alors deviendrait une compagnie privée. Okay. Alors, on achète l'entièreté des actions et ça devient une compagnie privée. Quand même, c'est assez impressionnant. Mais je sais pas d'où Sony sort tout cet argent-là. Mais pas juste de Sony Pictures. C'est sûr que Spider-Man, mais ils ont... En tout cas, je sais pas l'image, mais beaucoup d'échecs, surtout dans les derniers temps. Là. Mais ça doit être, il y a le Sony électronique. Ben oui, c'est sûr, effectivement. Effectivement, c'est pas le Sony Pictures, le studio de cinéma, mais bien l'entité Sony qui doit avoir de très bons fonds, il faut croire, pour se permettre ça. Des poches bien creuses. Quand même. Donc, ça va être à suivre. Je pense que l'option privilégiée par Paramount, ce serait la fusion avec Skydance. C'est un petit peu les échos là, que j'ai lus, mais peut-être que les actionnaires, eux, vont trouver l'autre offre plus alléchante. Je sais pas, au point de vue cinéma, on dirait qu'on n'est même pas encore habitué à Fox qui a été avalé par Disney, tu sais. Fait que là, on passerait de 6, qui était 6 à l'origine, à 5 gros studios, et là, à 4 avec cette mainmise-là de Paramount. Mais Disney les travaille encore, là, on les voit quand ils vont dans les Comic-Con puis toutes les affaires de présentation. C'est ça, c'est quand même des boîtes. C'est sûr que les dirigeants ont tout changé puis il y a des têtes qui ont tombé. Ouais. Fait que j'imagine qu'on fera un peu pareil. Là, J'imagine que oui, Paramount va conserver son identité, mais c'est sûr que
c'est plus au niveau de la structure de l'entreprise, que c'est sûr qu'il y a beaucoup de postes qui doivent être coupés parce que c'est un doublon sinon. Là, puis tu sais, du côté de Sony, il me semble, ils n'ont pas une plateforme de diffusion. Là. Je sais qu'il y a un genre d'application là, quand tu achètes des télés Sony puis des affaires comme ça, mais c'est pas gratuit. Mais... Non, c'est un très bon point. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient signé une entente avec Netflix il n'y a pas longtemps, je pense, pour leur permettre de diffuser leurs films. Donc là, justement, ils auraient la plateforme avec Paramount+. Un gros plus pour eux, probablement aussi dans cette transaction-là. Puis c'est ça. Ça va grossir aussi la guerre des plateformes à ce moment-là. Alors, ils ont un gros back catalogue, Sony? C'est quoi les... Écoute, Ghostbusters. Pendant longtemps, ils ont été distributeurs de James Bond, mais ils n'appartenaient pas à la franchise. Là, c'est Amazon qui a eu la main mise. À part de ça, Sony Columbia, j'essaie de penser. Les Bad Boys, Columbia, quand même. Bad Boys. Mais il faudrait que je regarde. Mais effectivement, ils ont moins de franchises que Disney ou Universal ou Warner. Les récents films d'horreur avec James Wan puis tout. Spider-Man. Oui, c'est vrai. Quand même. C'est pas mal là, les leurs plus payants. Ouais. Mais ouais, c'est ça. De James Wan, y a-tu une des affaires que c'était avec Sony ou c'est tout Warner puis Universal? James Bond? Non, James Wan. Ah, James Wan. Dans les conjurations, c'est Warner. Ouais, c'est Warner, je pense. Ouais. Okay. New Line. Mais ouais, c'est sûr, Columbia, c'est vrai. Là, il y a quelque chose, c'est juste que ça nous échappe. Mais c'est vrai que Bad Boys, justement, prochain volet cet été. Alors, à suivre pour ceux qui s'intéressent à l'économie du cinéma. Oui, l'économie cinématographique, si on veut. Alors, sinon, annonce suite au succès de Barbie l'été dernier. On ne sera pas surpris que plusieurs films thématiques jouets s'annoncent, vont suivre. Margot Robbie les produit toutes. Oui, c'est ça. D'autres encore? Là, c'est pas par Margot Robbie, mais c'est un qui circule quand même depuis, écoute, je pense que ça fait 7-8 ans facile. Masters of the Universe, les maîtres de l'univers. Ouais. Mais ça, il y avait une série télé. Il y a eu une série animée. Pour vendre des jouets quand on était jeune. Quand on était jeune, oui, effectivement. C'est ça. Ils ont refait une série récemment, je pense. Il y a eu un film en 87. Ouais. C'est-tu un So Bad It's Good ou c'est juste... Non, It's So Bad. C'est juste bad. Oui. Okay. Avec Dolph Lundgren, donc Ivan Drago, qui c'est lui qui fait le protagoniste. Fait He-Man, effectivement. Qui avait le casting, mais qui n'avait pas l'aisance du jeu. Ouais, mais tu sais, Arnold et Stallone, ils en ont fait il était meilleur que Lundgren. Okay. Lundgren, c'était quand même pas un grand comédien. Et surtout, c'était faute de budget. L'intrigue se déroule sur Terre, fait que on n'est même pas dans le monde fantastique d'Eternia. Okay. Fait que c'est comme lui qui est parachuté sur Terre. Puis, non, c'était très, très mauvais. C'était vraiment du film B canon à cette époque-là, de ce studio-là. Et effectivement, il y a je pense que c'est l'an dernier, il y a 2 ans, Kevin Smith de Clerks et compagnie. Donc, lui a écrit une nouvelle version en série animée qui est diffusée sur Netflix, qui est pas mal, honnêtement, qui se passe vraiment plusieurs années après la série originale. Mais Netflix avait quand même les droits pour une version live action, donc en chair et en os. Ils ont été incapables de partir ce projet-là. Donc, finalement, c'est retombé dans les mains. Écoute, j'ai même pas noté le studio, je pense. C'est Amazon. Amazon qui ont récupéré les droits et eux vont vraiment faire une sortie cinéma en salle. Ils ont fait récemment. Qui sont vraiment bons joueurs. Donc pour. En fait, avant qu'il y ait Bezos puis tout, Amazon Studios a toujours existé. J'ai souvent fait des films. Là, il y a eu des Woody Allen avec Amazon Studios puis tout, mais c'était avant qu'il y ait Amazon Prime puis tout. Là, c'est juste que maintenant, depuis qu'ils ont acquis ça, qu'ils ont pris MGM, là, ils sont rendus dans des films à gros budget. Oui. Mais ils faisaient des films d'auteur avant Amazon Studios. Là. Ça fait un bout. Alors, donc pour l'été 2026, annoncé. Là, on a déjà des rumeurs de casting? Non, il n'y a rien qui a été encore coulé là-dessus. Mais c'est Travis Knight qui va réaliser le film. Travis Knight, connu peut-être pour avoir fait le meilleur des Transformers, Bumblebee. Oui, c'est vrai. Mais aussi les films d'animation. Ouais, c'est ça. C'était hot, ça. Ouais, donc je pense que ça peut être un film intéressant. Y a-tu fait quoi depuis Bumblebee? Oui, il avait fait... qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais ça avait un peu moins bien fonctionné, mais ça m'échappe. Tu vas aller voir ça. Je vais aller voir. Tu peux aller sur autre chose. Donc, à suivre, en espérant que cette fois-ci, ça soit la bonne. Parce que je pense que cet univers-là a vraiment un potentiel intéressant. Là,
exploité au cinéma. Sinon, dans les franchises existantes, on sait qu'il y a un troisième volet de Tron en préparation, Tron Ares, qui est une suite au film de 82, l'original, 2010 pour la suite Tron Legacy. Jared Leto est le comédien principal. Et là, on a annoncé, sans grande surprise, que Jeff Bridges sera de retour dans Tron Ares. On sait qu'il est la vedette principale du premier film, qui avait une apparition, mais quand même un petit rôle secondaire aussi dans Tron Legacy. Évidemment, on va le rajeunir digitalement, comme on avait fait avec Tron Legacy, qui était quand même pas si mal là, en 2010 pour les moyens du bar. Je trouve qu'il avait fait quand même un job intéressant. Oui. Ça fait trop longtemps que j'ai vu, je me suis dit. Fait que non, il avait vraiment l'allure de 82, parce que dans le fond, tant qu'il prit dans le jeu, il y avait ce look-là. Fait que j'ai bien hâte de voir. Tron Ares, encore là, moi, Tron Legacy, c'est un film que j'avais vraiment apprécié. J'avais vraiment... Ça, c'est 2020... 2010. Ah non, mais excuse, le prochain... Le prochain, c'est octobre 2025. OK. Le tournage est vraiment en ce moment. Sur le IMDb, ouais, c'est ça, Travis Knight, Bumblebee. Dans le fond, il a réalisé Kubo en 2016, Bumblebee en 2018, puis rien depuis. Ah ouais, quand même, OK. Je pense sur IMDb, on parle que les Maîtres de l'Univers seront en 2026. Ouais. Même si ça fait longtemps que c'est annoncé, c'est ça. Puis il y a d'autres projets, un Wildwood, des affaires comme ça, de $6 billion Man, mais tu sais, IMDb, des fois, dès qu'il y a des rumeurs, ils t'associent à quelque chose, mais justement, est-ce que ça va voir le jour? Alors voilà, pour Travis Knight, donc bien hâte de voir, et pour Tron aussi. Alors, sinon, pour ceux qui avaient hâte de voir soit Craven the Hunter, et peut-être plus de Karate Kid, on a eu une petite chaise musicale encore pour ces sorties-là. On sait-tu pourquoi? Je pense pas. Je pense que The Karate Kid, ils étaient quand même assez audacieux de proposer une date de sortie en décembre de cette année, alors que le tournage débute en ce moment. Oui, fait que je pense que... Mais des fois, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Craven, là, pour la énième fois repoussé, devait sortir le 30 août. Finalement, il va sortir le 13 décembre. Il prend la place de Karate Kid. C'est le film de Noël qu'on attendait tous. Vraiment. Puis Karate Kid, y a-tu reporté? Au mois de mai 2025. OK. Fait que de 6 mois à peu près. Mais... des fois, là, je pense que je n'ai déjà parlé, j'ai l'impression qu'ils le savent puis ils font exprès. C'est comme, pour qu'on parle du film, parce que si tu dis toujours tout de suite comme « Hey, on fait ce film-là, il va sortir dans 2 ans », on dirait que tu l'oublies, mais tu joues à le déplacer. Je pense pas que c'est ce qu'ils font avec Craven, là. Je pense que c'est vraiment un problème de sortie puis de qualité puis de je sais pas quoi, là. Ou peut-être qu'à leur calendrier déplaçant Karate Kid, ils n'avaient rien d'autre. Fait qu'ils ont dit « Bon, regarde, on va prendre une chance puis on va le sortir. » pour avoir un film à Noël. C'est ça. Qui est la plus grosse période que le mois de septembre, on s'entend. Parce qu'il sortait fin août, le dernier week-end de août. Mais ça ne sera pas une grosse sortie pour Noël. Là. Il va y avoir, on en reparlera, mais il va y avoir Mufasa au même moment. Là. Pas le même public, je te l'entends, mais 2 films de félins. Ah oui, tout à fait. Alors, pour Karate Kid, moi, j'ai vraiment hâte. Puis je pense qu'il y a peut-être une part aussi du tournage et tout ça. Mais on sait qu'on va la dernière saison de Cobra Kai, donc cette suite-là de Karate Kid, va être diffusée cette année aussi. Okay. Je pense qu'elle va être comme en 2 parties, quelque chose comme ça. Fait que peut-être qu'ils veulent laisser le temps vraiment d'installer cette finale-là. J'ai l'impression que le film doit se dérouler après la série. Okay. Et on a confirmé par le même coup qu'il va y avoir le Karate Kid verse, là. Fait que parce que Jackie Chan va être dans ce nouveau film-là et il reprend vraiment son rôle de M. Han, qui était le M. Miyagi à l'époque. C'est ça, mais il n'était pas M. Miyagi non plus, fait que ça marche. Okay. Ouais, fait qu'on sait juste pas si Jaden Smith va être dans le film. Pour l'instant, il n'est pas au générique, mais... Le mieux, ça serait un caméo, là, parce qu'on s'entend qu'on a compris qu'on ne peut plus le prendre comme lead acteur tant que ça. Là, ça se passe pas. Alors, est-ce que les deux, donc M. Han et Daniel LaRusso, vont faire équipe pour entraîner un nouveau jeune à suivre quand même? Honnêtement, je pense que c'est comme... C'est le genre de film que je ne vais rien comprendre. Là, parce que j'ai pas écouté... J'ai vu le premier... Karate Kid, c'est tout. J'ai jamais vu les autres. J'ai pas écouté la série. J'ai pas vu celui avec Jackie Chan puis Jaden. Puis j'ai comme... J'ai rien à... Ça t'intéresse pas? Ça me passe 6 pieds par-dessus la tête, cette affaire-là. Mais on dirait que c'est vraiment... Comme plusieurs affaires, c'est l'œuvre d'une autre génération, mais qui ont comme réadapté pour essayer de gagner. Mais j'étais comme entre les deux, tu sais. Trop vieux pour l'original. Moi, j'étais plus de l'âge des suites, mais qui n'étaient pas toutes super bonnes. Ouais. Puis trop vieux pour... Le remake
Ouais, entre guillemets. c'est ça. Trop jeune pour l'original, trop vieux pour les Ouais. remakes. Fait que j'ai glissé entre les cracks. Mais j'ai des amis qui ont embarqué dans Cobra Kai puis tout. Mais, Honnêtement, l'idée est vraiment bien amenée, c'est bien développé. mais ça vaut-tu 5-6 saisons tant que ça? Non, c'est ça le problème. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire 3 saisons, ça aurait été parfait. Mais là, ça devient le problème un peu de ces séries-là qui s'étirent. Ouais, Et là, ça là, il y a le color à un moment ouais, donné, là. il y a tellement trop de revirements improbables et arrangés avec le gars des vues. Là, fait que, écoute, c'est comme un guilty pleasure rendu là, honnêtement. Mhm. Je dois avouer les 2 dernières saisons, mais les 3 premières, c'était quand même très sympathique. Et surtout l'idée d'amener que on inverse les rôles où c'est Daniel Larousseau qui est comme un peu le méchant au début Ouais. de Cobra Kai, puis c'était l'autre la victime, Johnny. Fait que ça, c'était quand même une twist qui est le fun un peu, où on voyait l'histoire du point de vue de Johnny. Là. Fait que bref, fait que voilà pour The Karate Kid. Et dernière nouvelle, pour les amateurs aussi d'Astérix, on perd pas de temps, on a confirmé qu'il y aurait un nouveau film en prise de vue réelle. La grosse nouvelle, c'est que ça change de studio. Les 6 films, je pense, ou 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'il y en a eu Là, 5. c'est des animations au travers. Là. Ouais. Fait qu'en prise de vue réelle. Prise de vue réelle, je pense qu'il y en a eu 5. Ouais, ouais. Les 3, après ça le 4, puis le dernier qui était l'Empire du Milieu. Va changer de studio, fait que c'est Studio Pathé qui était derrière chacune de ces adaptations-là. Maintenant, c'est Studio Canal+ qui ont eu les droits. Évidemment, on n'a pas encore confirmé si Guillaume Canet serait de retour. Je sais pas, finalement, il était-tu considéré comme un succès, le film? Je pense que c'était un succès correct. Je pense qu'il avait terminé quand même au premier box-office français l'année dernière, je pense. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou pas loin de. Fait que, mais c'est sûr que c'est tellement des films à gros budget, donc je sais pas par rapport à c'était pas genre attentes. le film le plus coûteux du cinéma coûteux, français. genre 100 millions d'euros. Là, je pense que chaque Astérix, c'est un peu ça aussi. Là. Je pense que c'est comme une balise. Mais honnêtement, je lui donnerais sa chance d'en faire un autre parce que je l'avais quand même bien apprécié. Puis je pense que toi aussi, tu as trouvé ça. Non? Ouais, là. Ouais, correct. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Je me rappelle. Non, je trouvais qu'il y avait. Écoute, là, c'est plus à l'affiche. Non, je trouvais qu'il y avait trop d'intrigues amoureuses, puis ça a comme pas rapport avec le film. Tout le monde était amoureux de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Non, je trouvais ça très chaotique comme film. Okay. Je trouvais. Moi, j'aimais bien le louche en Obélix, même s'il y en a plein qui étaient comme Depardieu était mieux, mais Depardieu dans la vie, il est pas mieux que grand monde, hein, ce qu'on a découvert. Mais fait que le casting me plaisait, mais pas l'histoire, pas le scénario. Bon, moi, effectivement, j'avais adoré le casting. Puis j'ai adoré Cassel en César aussi. Cassel puis Cotillard, c'était ouais, une belle... Mais il y avait comme le fameux on met plein de comédiens, plein de personnages, on veut tout le monde, mais ils sont pas justifiés dans l'histoire. Puis bref. Non, mais c'est ça. C'est comme une bande dessinée là. Mais je pense, pour avoir eu des échos d'autres collègues qui sont allés avec leurs enfants, des trucs comme ça, ils étaient comme appréciés le film. Nous autres, en famille, on avait bien apprécié, justement. Pour les bandes annonces, semaine très, très tranquille. La seule que j'ai relevée, c'est, justement, tu en parlais tout à l'heure, du gros film de Disney du temps des fêtes. Donc, on a enfin dévoilé les images. Mufasa. C'est quoi The Lion King. Mufasa, 2 points de Lion King, enfin de même. Fait que le prequel au Roi Lion, la jeunesse de Mufasa, mais que là, on se dit, là, ça va être la même affaire que le Roi Lion. Mais non, parce que la différence, c'est que le Roi Lion est déjà un prince né du roi Mufasa, mais Mufasa, lui, c'est un sans-logis. Non, il n'est pas dans la royauté des animaux. Fait que bon, on va comprendre tranquillement. Ben là, c'est un premier teaser, c'est assez cryptique sur... Oui, c'est ça. Ben, on comprend quand même dans le film va oser aborder cette rivalité-là avec son frère Scar aussi. Là, je pense que ça va faire partie de l'intrigue du film. Mais honnêtement, je pense qu'on va pas tant voir ça pour l'histoire, mais vraiment pour les images de synthèse. C'est ça, c'est la même sauce que le dernier quand ils ont refait. Fait que comme ils disent prise de vue réelle, mais non, là, c'est ça. C'est tout du CGI, mais c'est pas du dessin animé. Comme tel. Mais ça a l'air vraiment spectaculaire. Cette fois-ci, c'est Barry Jenkins qui réalise, qui avait fait quand même Moonlight, qui provient du cinéma indépendant américain. Puis d'ailleurs, quand la bande-annonce est sortie, tout ça, ça a comme causé une petite controverse. Là. Beaucoup de gens ils ont comme répondu « tu vends ton âme à Disney, comment tu peux passer pour faire des films de même? » En tout cas, fait que, bref. Mais il a pris le temps de bien répondre aux gens. Il était très, très diplomate. Puis un n'enlève pas l'autre. Tu peux faire d'un film comme Moonlight, puis si tu as goût de faire un film de Disney, vas-y. Ben, tout à fait. Puis je veux dire, tu rentres pas sur un projet comme ça comme un tâcheron. Là. C'est genre 6 ans de travail à côté. Là. Lui, je sais pas, il est rentré quand dans le processus, mais c'est long puis pénible. Là. Je veux dire,
Tu le fais parce que ça te tente. Là, Ben, c'est ça. réaliser un film de série B ou surtout les comédiens, là, des fois, comédiens, comédiennes, de genre, OK, je suis là, donne-moi 1 million, je te donne 3 jours de tournage. Là, on a entendu des histoires comme ça d'anciennes vedettes qui sont rendues là, puis t'es comme, OK, ça, tu le fais juste pour l'argent puis pour faire autre chose, mais tu peux pas réaliser un film de cette ampleur-là avec ce budget-là juste comme, puis aller à reculons tous les jours. Là. Non, C'est impossible. Non, c'est trop de stress. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé aussi sur des Marvel, ils disent quand même, c'est sûr qu'il y a un cadre à respecter dans ces films de grands studios-là, mais une fois que tu acceptes ce cadre-là, tout le monde, on a une grande liberté de proposer, de faire ce qu'on veut, puis c'est rare qu'on se fait dire non. Là, en même temps, les producteurs vont les chercher parce qu'ils ont une vision, ils ont un talent, ils ont il y a quelque ben chose, oui, c'est c'est ça. Fait que, bref, ça me fait toujours rire ces fameux débats-là de réseaux sociaux qui est c'est ça. un puits sans fond. John Favreau, il est rentré de même aussi. Là. Avant, il réalisait Chef puis des films plus d'auteur. C'est ça, exact. Puis à un moment donné, il est rentré dans le livre de la jungle puis dans les autres affaires. Puis on l'a pas écœuré avec ça. Ouais. Avec Iron Man, son premier grand film. Il a réalisé puis les 2 premiers même. John Favreau, Ah, c'est ça. Je me souviens. Puis avant ça, c'était Mais lui, Elf. il jouait dedans puis il le réalisait en plus. Ouais. Ça a donné le petit rôle de Buddy Hogan. Fait que Mufasa, qui va être assurément le grand film familial du temps des fêtes, genre sorti le 20 décembre. C'est ça. Allons-y avec les sorties de la semaine. Restons dans Hollywood pour commencer. Vas-y avec The Fall Guy de David Leitch. Oui, le cascadeur au Québec. David Leitch qui nous a donné des gros films d'action. Lui qui est un des propriétaire de la compagnie 87 North Production. Fait que ceux qui sont derrière, lui, il a réalisé entre autres Bullet Train il y a 2 ans, Atomic Blonde il y a quelques années, mais il était dans la gang qui ont parti John Wick. Ouais, c'était le premier réalisateur de John Wick, je pense. Il était co-réalisateur au début, lui, puis j'oublie son nom, Ivan quelque chose, ça se peut-tu? Puis lui, comme allait faire, il est resté producteur, mais là, ils ont dit on peut pas co-réaliser ça tout le temps. Fait qu'ils ont laissé la franchise un peu plus à l'autre. Qui était lui-même cascadeur, d'ailleurs. C'est ça, en fait, c'était des cascadeurs devenus coordonnateurs de cascade et là, devenus réal. Et lui, il était la doublure de Keanu Reeves dans The Matrix. C'est là le lien avec Keanu. OK, voilà. Ouais. Fait que The Fall Guy, c'est un peu ça, c'est un film qui est hommage aux cascadeurs. Et d'ailleurs, il y a un mot au début du film entre David et Ryan, qui, pour inviter les gens à ne pas texter dans la salle, mais aussi un peu expliquer là, en 2 minutes rapidement les grandes lignes du film. On va suivre un cascadeur joué par Ryan Gosling qui travaille sur le premier film réalisé par une fille qu'il trouve bien cute puis qui a fréquenté pendant un temps Emily Blunt, qui était une caméraman qui finalement a sa première chance de réaliser un vraiment très gros film à gros déploiement avec la star Tom Ryder, joué par Aaron Taylor Johnson. Et donc, Gosling, dont son personnage Cold Sivers, c'est les pires noms, mais les meilleurs noms à la fois, qui est d'habitude justement la doublure de Tom Ryder. Sauf que là, Tom Ryder est porté disparu. Puis on dit, la productrice va dire au personnage de Gosling comme toi, t'es juste un cascadeur. Peux-tu juste aller enquêter tranquillement, va à son appart voir parce que là, il a disparu. Puis il va se mettre le doigt dans l'engrenage comme ça, puis il se retrouve dans une espèce de petite machination plus grande que lui, essayer de trouver la vérité et essayer de regagner l'amour au travers de ça. Fait que tout ça dans une comédie d'action romantique, voilà. Et qui est inspiré d'une série télé, ça se peut-tu, ça? Tout à fait. The Fall Guy, une série des années 80 que j'ai jamais écoutée, honnêtement, mais j'étais dans ces âges-là, 81 à 86, je pense, sur la chaîne CBS. Mais c'était-tu comme un cascadeur qui résout des enquêtes ou c'était juste en fait, l'intrigue de la série, c'était un cascadeur de jour puis une espèce de chasseur de primes qui utilisait justement ses astuces, ses trucs de cascadeur pour attraper les victimes, qui était interprété par Lee Majors. C'était quand même un des gros noms à l'époque de la série télé, qui était L'Homme Bionique. Donc, c'était la série qui a suivi L'Homme Bionique. C'était son comme deuxième gros succès. Fait que oui, mais tu l'as dit, l'accent est vraiment... on dirait qu'on met un peu la genèse peut-être pour arriver à ce concept-là de série télé, parce que le personnage n'est pas tout à fait là dans le film. Parce qu'on voit qu'à la fin, là, il va former comme peut-être sa business ou quelque chose de cascadeur, puis peut-être que, vu qu'il a résolu cette énigme-là, il va peut-être avoir quelque chose. Ouais. Fait que ça va être à voir comment développer ça. De ça. Oui, c'est pas, c'est pas le même personnage ou quoi que ce soit, je pense. C'est le même nom. C'est le même nom, mais
C'est comme on repart à zéro. Ouais, là, c'est ça. Ça peut comme servir un peu dans tes épisodes à la série télé. Mais on est vraiment beaucoup dans l'accès de la comédie romantique aussi. Parce qu'il y a un côté un peu kitsch, mais très assumé entre Gosling et Emily Blunt. Mais ça passe tellement bien entre les deux parce qu'ils ont vraiment une très bonne chimie. Et ça pourrait faire penser un peu le film il y a 2 ans, je pense déjà, avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Channing là. Tatum. C'était comment encore la cité Et la cité interdite? perdue. La cité de perdue, Lost c'est ça. City, ouais. Fait que c'est vraiment C'est des comédies sentimentales avec beaucoup d'action au cœur Mais- du film, beaucoup d'humour aussi. Moi, j'avais pas tant aimé Lost City. Je trouvais ça très... En tout cas, on passera pas trop de temps sur un film, mais je trouvais qu'il mettait beaucoup d'efforts à créer un vrai mystère puis une vraie aventure, alors que c'était un peu fade. Mais là, moi, j'ai vraiment embarqué. C'est ça. Je les trouve plus charismatiques. On peut quitter le jeu des comparaisons, mais disons, ici, je les trouve très charismatiques, les deux ensemble. Puis c'est 2 comédiens qui ont eu une immense année l'an passé, là, qu'on a parlé d'eux vraiment beaucoup de plusieurs rôles et tout. Tu sais. Surtout, on reprend le buzz Barbenheimer, c'est mais ça, dans finalement. un Mais autre film. ils n'ont pas fait un peu ça avec les Oscars. Là. Ils présentaient un film ensemble, puis Oui, ils se c'est la balle vrai. comme Oui, ça. oui. Ça agaçait, oui, effectivement. Qui était sûrement aussi un petit peu de mise en scène pour parler du fait qu'il y avait un film qui s'en venait. Là. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans une formule classique. C'est comme un blockbuster qui rend hommage au blockbuster parce qu'on est... Nous, on regarde un film pendant un tournage de film. Fait qu'il y a un côté méta. Le film l'accuse pas trop là, non plus. Là. Il n'y a pas de clin d'œil. On brise pas le 4e mur ou quoi que ce soit. Mais tu vois que c'est un film qui a été fait par un ancien cascadeur qui veut rendre hommage au cascadeur. Tu sais, au générique, à la fin... Là, on leur montre pas des bloopers, mais plutôt les cascades, le behind the scenes, tous ces cascadeurs-là. C'est toujours impressionnant à voir. Puis on a toujours un doute aujourd'hui à la technologie, à quel point c'est fait digitalement de manière numérique ou c'est des vraies cascades. Fait que c'est toujours impressionnant de voir. La majorité du film semble être vraiment des cascades à l'ancienne. Là. Puis c'est un peu le film qu'eux, ils tournent. Là. J'ai oublié Metal Storm. Metal Storm. Qui est comme... un film un peu ringard de cowboy contre des extraterrestres, qui se moque sûrement un peu du film Cowboy versus Alien, qui avait été quand même un fiasco aussi, qui venait d'une petite BD vraiment niaiseuse aussi. Et d'ailleurs, on parlait de Jon Favreau, qui était le réalisateur. Oui, c'est vrai, ben oui, quand même. Qui devait être un peu son premier contrat de peux-tu réaliser un gros film avec des gros noms, puis c'était comme débilos, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un peu ce côté-là. Le film a l'air complètement naze, mais eux, ils le voient comme Tom Rider, le gros acteur d'action. Ça va être vraiment un hit, ce film-là. Puis aussi, je le sens, là, qu'il y a de quoi. Puis, tu sais, le Tom Rider, Taylor Johnson, comme elle joue, c'est un pastiche un peu de. Un acteur qui est rendu avec un gros ego puis qui a son talent mais qui fait pas ses cascades puis il se prend pas pour un 7-up flat puis c'est pas le plus brillant de la gang non plus, mais il est utilisé avec parcimonie. Comme il est porté disparu d'une bonne partie du film, on le voit beaucoup en images d'archives ou des choses comme ça, fait que je trouve que c'est vraiment bien intégré puis il est pas trop tellement stupide qu'il pourrait pas exister dans la vraie vie. Là, fait que je trouve que le film, comment il se présente cet été là, dans le panorama cinématographique, il prend un peu la place de Top Gun Maverick d'une certaine manière, c'est-à-dire que Top Gun se prenait plus au sérieux, mais c'est vraiment plaisant. Là. C'est vraiment un film, j'espère que les gens vont être au rendez-vous, qui va être à l'affiche, comme réussir à se maintenir plusieurs semaines, que beau temps, mauvais temps, il pleut, vous ennuyez un soir. Allez voir ce film-là, je trouve qu'il est vraiment agréable à regarder. Oui, il y a du monde qui mourrait dans certaines des cascades qui se présentent là-dedans, là, mais tout le monde s'en sort bien là-dedans. Surtout, comme on dit, c'est un cascadeur. Fait que lui, même si des gens l'attaquent avec des fusils, lui, il va pas se mettre à leur tirer dans les genoux puis dans la tête. Là. Il donne des coups de poing puis il se sauve. Là, fidèle à lui-même, là, met en scène des très bonnes séquences de combats. Dans des lieux surprenants et tout. Il y en a une qui a un petit côté John Wick, justement, dans un club sur des blacklights puis des affaires comme ça. C'est pas que ça le film, là, justement, mais... puis tu sais, au début, quand il parle des cascadeurs, il y a beaucoup d'images de Atomic Blonde, de trucs faits, probablement tout chez Universal. Là. Il y a des Rapides et Dangereux. Des choses comme ça, des vraies cascades. On rend jamais hommage aux cascadeurs, on s'en fout d'eux autres. Ça me faisait penser, pas dans la manière que justement Shane Wright a écrit, mais Gosling, quand il a joué avec Russell Crowe, là, qui était des policiers un peu bourrus qui enquêtaient de soir et tout, il y a un peu ce côté-là, mais là, il est en solo et non pas un sympathique duo. Là. The Good Guys, je pense. The Good Guys, je pense que c'est ça, oui. Fait que non, écoute, moi aussi, je rejoins tes commentaires. C'est un film hyper divertissant, avec des personnages hyper attachants. Puis on se
plaint, ou en tout cas, il y en a qui se plaignent souvent que Hollywood font toujours les mêmes choses, puis des suites interminables. Ben, pour une fois qu'on a un film avec un concept, une idée, un univers original qui est le fun, qu'on n'a pas vu Puis qu'il y a le au moyen de cinéma. Ouais, c'est ça. Vraiment, allez voir ça. Vous allez vraiment passer un bon moment. Puis, comme tu l'as dit, c'est une comédie d'action, un film de gros studio américain, mais bien fait, intelligemment, qui s'assume pour ce que c'est. Je veux dire, ça veut divertir, puis ça le fait pleinement. Là, c'est ça, ça divertit. Je pense pas qu'il y a des blagues à s'en taper ses cuisses, mais il y a des clins d'œil à à la réalité au cinéma. Il y a lui puis le Stone Coordinator dans le film. C'est Wilson Duke qui le joue, puis tu vois qu'ils ont une bonne chimie, puis ils se disent des répliques, puis l'autre, il faut qu'il devine c'est dans quel grand film qu'il y a ça, là, du Rocky ou des Terminator, des affaires de même, genre. Puis, fait que, c'est vraiment un film qui aime le cinéma, mais qui a aussi sa propre vie, puis il raconte quelque chose. Puis c'est vraiment facile d'embarquer dans ce film-là. 2h05, c'est bien correct. C'est pas de longueur, c'est parfait. Ouais. Puis, non, puis moi, je veux juste dire, étant un amoureux du cinéma, mais aussi de la façon de faire des films, fait que c'est toujours intéressant de voir les coulisses de tournage, puis de voir là, un peu tout ça, là, la bébite du plateau, hein, puis fait que je trouve que ça nous présente bien la chose. Là, ceux qui me suivent sur Letterboxd, je sais qu'il y en a certains qui écoutent et qu'on interagit par après. Puis j'ai pas fait ma critique encore là, au moment d'enregistrer. Probablement au moment où ça va être diffusé, elle sera là. Puis j'hésite, mais vraiment, on donne pas de note d'habitude, mais je pense que je vais mettre 5 étoiles parce que dans le grand sur 20. Schème, ouais, c'est ça, exact. Mais dans le grand schème du cinéma, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'aime pas ça de tout comparer là-dessus parce que sinon, ça fait toutes les notes sont drabes, puis t'es tout le temps dans. Ben, je sais que j'en mets beaucoup du 3 étoiles parce qu'on voit tellement de films qu'il y en a beaucoup qui. Il y a du bien, mais ça se démarque pas nécessairement, là, mais c'est ça. Je pense que je l'avais fait pour Top Gun Maverick aussi, puis je le sais que c'est pas un film parfait, mais pour ce que pour ce que c'est, ça le fait bien. Pour ce qu'il vise, je trouve qu'il a mis dans le mille. Mais ce qu'il vise, c'est pas d'être la liste de Schindler, là. C'est ça. Fait que c'est. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que je vais essayer de revenir le voir. J'avais dit ça pour Dune, puis j'ai pas réussi à revenir, faute de temps. T'as encore à l'affiche un peu. Mais bref, celle-là, j'aimerais bien ça. Sinon, petit fun fact, Emily Blunt. C'est basé sur une réalisatrice quand même un peu connue pour faire son rôle. OK. C'est inspiré de Greta Gerwig. Ah ouais, OK. Barbie, fait que ça a l'air que c'est quelqu'un qui est très affable, très empathique. Ils n'ont jamais joué ensemble, jamais tourné l'une pour l'autre. Je ne crois pas, non. Fait que... Même des deux comédiennes, je pense. Ouais. Mais ils ont dû se croiser comme ça dans des soirées mondaines. Alors, je trouvais ça drôle. Ouais, puis ce truc qui est cool, on a remarqué à la fin, c'est que tous les personnages, même Blunt à un certain moment, ils ont le droit à leur scène d'action. Ouais. Il y a Stéphanie Hsu aussi, elle a amené aussi, elle donne 2-3 coups de poing et des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment un film de cascade. Et, tu sais, Gosling, c'est pas son premier film d'action, là, quand même. Là. Puis, il a l'air à faire une... Tu sais, il se moque un peu du personnage de Tomb Raider qui fait 0 de ses cascades, justement. Mais lui, Gosling, je pense que dans la vraie vie, il en fait une bonne partie. C'est sûr que quand on le voit là, dans le footage à la fin, tu sais, quand il faut que tu je sais pas, là, tu jumps d'un truc en feu ou qui se mettent en feu, ben c'est pas lui qui le fait pour vrai, là. Question d'assurance puis de technique puis tout. Mais quand il faut que tu sautes que tu tombes dans le vide avec des harnais, ben c'est comme il l'a fait pour vrai parce que ça, il faut juste que tu ailles le gars de le faire puis on te dit non, tout est rigué, tu mets le câble là puis tu le fais puis ça va. Là, il y a aussi le physique de l'emploi, je pense que ça aide aussi. Hey, il grossit de film en film, il va finir costaud comme Kevin Durant, là, je sais pas trop, là, mais il est assez bof quand même. Ouais. Il va finir comme Hemsworth. Genre. Alors pour ceux qui aiment bien voir... Ben lui puis Taylor Johnson, là, quand même un petit party d'abdominaux dans ce film-là. C'est ça, on voit des abs en masse. Ouais, mais c'est aussi un hommage à tous ces films de gars, là, tu sais. Alors que quand on était jeune puis qu'on écoutait ces films d'action avec Stallone, les autres, on voyait les muscles des gars, mais on voyait souvent des filles en bikini et des affaires. Puis là-dedans, elle n'a pas, là, Emily Blunt, elle ne va pas tout nue, là. C'est la réelle, là. Ça a du sens comment elle est habillée puis tout, mais c'est plus les gars que ils flexent pas, là, mais il y a des moments que. Ouais. On peut compter leur 6 packs. Ouais, et 8 packs, je même. On peut râper du fromage là-dessus. Nous dans la salle avec notre coke puis notre popcorn. Yes.
Merci de nous complexer. Ben, Hollywood est là pour ça. Oui. Allons complètement ailleurs avec le film d'horreur de la semaine, parce qu'il est quand même déferlant depuis cet quelques été, temps. ça va être aux 2 semaines, je Ouais, pense, c'est qu'il y a un ça. film d'horreur. Ouais. Alors, Tarot de Spencer Cohen et Anna Hellberg. Ouais, écoute, c'est un horror flick qu'on appelle, donc le genre de... l'équivalent du blockbuster, mais pour les films d'horreur, là, le fast-food d'horreur de la semaine, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, je ne dis pas ça négativement. C'est pas un film d'horreur niché. Non, c'est ça, c'est pas du elevated horror, c'est pas un film d'auteur, classique, là, exact. Après avoir joué avec un paquet de cartes de tarot trouvées dans le sous-sol d'une maison louée, une gang d'amis d'université vont commencer à disparaître mystérieusement tour à tour et peut-être penser que ce jeu de tarot se voulait une prédiction. Regarde, c'est ça qui arrive. Une gang d'amis qui vont mourir tour à tour avec des créatures bizarres de cartes de tarot qui vont apparaître devant eux. Écoute, je sais pas si c'est des... Moi, j'ai regardé un peu. Il y a Jacob Batalon qui est connu pour jouer Ned dans Spider-Man, justement, dans la dernière version. Avantika, qui était dans le dernier Mean Girls, dans le remake, elle chantait, était un des personnages là-dedans. Les autres, je les connais ni d'Ève ni d'Adam. Ça doit être des jeunes de... Qui montent un peu. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas la gang Euphoria. Je sais pas c'est sont dans quoi. Je sais pas s'ils sont dans... c'est quoi l'autre affaire là, de Archie là, qu'ils ont fait sur Netflix? Riverdale. Non, je suis allé voir. Okay. Non, je pense vraiment ils ont eu un petit buzz dans 2-3 petits projets plus indépendants. Okay. Puis écoute, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... c'est un film pour plus mon premier film d'horreur, des ados. Tu sais, je le sais que c'est de 13 ans et plus, mais c'est quand même une espèce de 11 à 14. Là, c'est assez soft, là. Oui, parce qu'on crée beaucoup de tension, beaucoup de jumpscares avec la musique, avec quelque chose qui pop d'en face, mais c'est zéro gore. Là. Si, tu sais, je comparais il y a un an à peu près, là, quand il y a eu Smile, par exemple. Là, Smile réunissait bien ces deux univers-là. On fait des sauts, mais c'est comme... c'est anxiogène, puis c'est un peu plus épeurant. Ça, c'est mon premier film d'horreur au cinéma. Ouais, puis comme je te parlais, je pense, après le visionnement, ça avait des échos pas mal de Scary Stories. To Tell in the Dark. Qui était sorti il y a quelques années, qui était produit par Guillermo del Toro. Ouais, c'est ça. Ouais. Justement, c'est dans cette mouvance-là. Puis en fait, c'est pas surprenant. Parce qu'en faisant quelques recherches, je te l'avais évoqué aussi. On l'a vu au générique, finalement, c'est inspiré d'un roman. Ouais, fait que là, tu cherchais, toi, le libraire en toi. Je connaissais pas ça. Horoscope, donc de Nicholas Adams, qui est un roman style Passepeur des années 90. Là, fait que, style quoi? Passepeur, tu sais, la collection Passepeur. Ah non, je connais pas. Mais genre Chair de poule. Ouais, Chair de poule. Oui, c'est la même. Je pense que Passepeur, c'était traduction américaine, mais non, Chair de poule, c'est américain aussi, je pense. Non, c'est Goosebumps en anglais, Chair de poule en français. Okay. Passepeur, c'est peut-être québécois. Mais il y a... ça se peut. Parce qu'il y avait comme un pendant québécois aussi. Ouais, c'est ça. Il y en avait d'autres, effectivement. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, moi aussi, je suis d'accord. Là, c'est vraiment un film pour pré-ados, pour qu'ils voient un peu des créatures un peu terrifiantes, mais tu sais, vous ferez pas grand saut, là, puis... peut-être des sauts, mais il n'y a rien de dégueu. Tu sais, je repensais à... Moi, quand j'étais jeune... télégraphier les sauts aussi. Oui, c'est ça. Quand j'étais jeune, c'était les années 90, hein, on le dit souvent, fait que les Scream, puis I Know What You Did Last Summer, mais il y avait un petit peu plus de c'est dégueu à dire, mais des couteaux qui rentrent dans des affaires, puis du monde qui se font couper la tête, puis des trucs comme ça. C'était plus graphique, ouais, plus graphique, voilà. Ici, il n'y a pas ça. Mais je souligne, j'ai vraiment aimé la direction photo, parce que c'est un film qui est beaucoup dans l'obscurité. Puis je trouvais que c'était comme bien éclairé, c'était le fun, la colo, comment elle était faite, c'était pas trop surexposé d'une espèce de lumière impossible qui sort de nulle part. Fait que ça, je trouvais ça cool pour ça. Le film dure 1h30, là. C'est malade parce que si tu commences, ils sont autour du feu, puis ils parlent entre amis, puis ils sont déjà dans le chalet, qui est blablabla, puis il arrive une couple d'événements, puis plus tard, tu vois le titre et tout, puis je fais comme, OK, le film assume que regarde, vous allez les connaître suffisamment, eux, ils sont en amour, eux, ils viennent de rompre, lui, c'est le funny guy. Ouais. Ça va aller. J'ai pas besoin de vous faire le classique 15 minutes avant de genre, ils sont à l'école, c'est en fait le dernier jour d'école, ça va être ta fête en fin de semaine. Non, on est déjà à sa fête entre amis, c'est cool. Mais ça me faisait rire parce que un des films qui a bien publié, qui a bien fonctionné, que les gens ont apprécié, c'était Cabin in the Wood, il y a quelques années, de Joss Whedon, qui finalement n'est putain une bonne personne. Mais bon, le film avait beaucoup marqué en se moquant de ces codes-là de films d'horreur.
y a certains clichés qui sont dans ce film-là puis qui n'ont pas échappé. Là. Quand ils trouvent un jeu de tarot, puis tu arrives dans une pièce avec plein d'éléments inusités. Fait que, tu sais, le film me fait rire pour ça, mais il est au premier degré dans ce sens-là. Mais tu sais, ça va être le premier film d'horreur de quelqu'un, puis il va avoir du fun là-dedans. Là. C'est ça, exactement. Mon seul avis, c'est ça. Si vous êtes un gros fan hardcore de films d'horreur, ben, allez pas voir celui-là. Je pense qu'il va y en avoir des meilleures offrandes plus tard cet été. La dame Olwen Fouéré, qui joue l'espèce de spécialiste du tarot qu'ils vont rencontrer plus âgés, va être aussi dans The Watchers dans genre 3 semaines. Okay. Fait que... voilà, fan. C'est le nouveau visage du. Ben, c'est le nouveau vieux visage, parce qu'il y a une dame d'une 50aine d'années. Je sais pas. Avais-tu autre chose sur non, moi, ça me va. Spencer Cohen, je sais pas. C'est un couple, Spencer Cohen puis Anna Hallberg? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais que c'est leur premier long métrage, mais. Ben, lui, il y a. Ouais, c'est ça. Il a writé Moonfall, puis il y a pas le scénario, mais le story du dernier Expendables. Fait que ça donne. Écoute, il fait plus de films que moi, mais je sais pas si je suis jaloux. Là. Allons complètement ailleurs avec film belge. Même c'est des acteurs français, mais je pense une production belge. Un silence de Joachim Lafosse. Ouais, je pense que c'est une coprode probable. France, Belgique, Luxembourg, là, la classique des francophilies européennes. C'est le 10e film de Joachim Lafosse. Les plus récents ont joué ici, mais ont un certain succès. Les Intranquilles en 2021, qui parlait de la bipolarité. Puis je pense que ça a beaucoup affecté. Je me souviens plus si c'est lui-même ou son père, mais il y avait un point de vue personnel là-dedans. Puis il a fait aussi L'économie du couple en 2016, qui était sur la séparation d'un couple, puis comment on gère les biens à travers ça. Genre, elle qui... En tout cas, je reviendrai rapidement au film. Elle qui a payé la maison, mais lui qui a fait toutes les rénaux dedans. Comment on divise ça. Fait qu'il est souvent dans, justement, les cellules familiales en crise, je pourrais dire. Ici, on est avec, principalement, Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos, alors 2 comédiennes de talent. C'est un film à punch. Je ne vais pas révéler le punch ou quoi que ce soit. Fait que la prémisse, c'est que cette dame la femme, la mère de famille, Emmanuel DeVos, qui est silencieuse depuis une 20aine d'années, c'est la femme d'un célèbre avocat qui va voir son équilibre familial s'effondrer alors que ses enfants vont chercher justice. On est dans je l'ai souligné pour Tarot, mais il y a ça ici aussi, dans un grain différent, mais une direction photo très sombre. C'est très poussiéreux, le film, souvent. Il y a beaucoup de scènes de nuit aussi. Que j'ai trouvé, moi, vraiment magnifique. Oui, c'est très beau images, comme film. Ouais. Les cadrages aussi. Quelques plans séquences à m'amener dans la révélation. C'est un long plan séquence qui demande à tout le monde de jouer la bonne émotion avec intensité au bon moment. Moi, je trouve qu'esthétiquement... ça paraît que c'est un 10e film. Oui, c'est très maîtrisé dans sa réalisation. Esthétiquement, c'est très beau. La musique aussi, je trouve que vraiment de très, très bonne qualité. Je pense que c'est un cas de film où je pense que j'ai peut-être plus préféré que toi. Ça arrive des fois. Oui, parce que on va rien spoiler, vous en faites pas, mais une fois qu'on connaît le punch, j'aurais voulu en apprendre plus. J'aurais voulu que ça continue ou que le punch se soit révélé plus tôt et que, tu sais, ça finit pas avec le punch, il y a quand même une 20aine de minutes après, mettons, mais c'est ça. On dirait que je trouvais qu'on se retrouvait avec encore plus de questions finalement. Puis c'est le fameux célèbre interprétation ou pas célèbre interprétation, mais qu'est-ce qui va advenir des protagonistes et tout, tu sais. Fait que tout ça demeure un peu en suspens quelque part. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'aurais aimé ça que le film prenne le temps de approfondir ça un peu plus si on veut. Mais au point de vue de la mise en scène et tout, j'ai rien à redire, là. C'est ça. Puis c'est des bons comédiens bien mis en valeur. Beaucoup de scènes, par contre, dans des chars, quelqu'un qui... On roule beaucoup. Ouais, c'est ça, là, qui pleure ou qui... moins type cascade que Fall Guy, ça, faut le donner. Aucun capotage. Personne qui passe au travers de... Non, c'est ça. Mais, beaucoup de conversations dans des voitures, puis des déplacements, puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment apprécié, honnêtement. J'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais voir. Puis, je me suis prêt à embarquer dans cette histoire-là. Puis, justement, moi, j'ai bien aimé que on reste un peu en surface. On est un peu observateur de tout ça. Mais vraiment, tour de force pour les deux comédiens. Surtout Daniel Auteuil, qui est un peu en contre-casting. Généralement, il joue quand même des personnages très sympathiques. Là, il est froid. Très froid. Évidemment, il garde... mais il travaille sur une grosse enquête et qu'il y a des journalistes chez eux tout le temps. Puis il est comme, non, respectez on sent qu'il est à bout. Privé, puis il est comme...
il est médiatisé malgré lui à cause des enfants, des affaires qu'il fait, tu sais, comme un avocat qui défend des pas fins, amener c'est ton travail puis tu le fais, mais c'est ça, bref. Puis, non, très belle complicité avec Emmanuel Davos, qui est toujours très bonne, comme d'habitude. Fait que, non, un drame judiciaire, moi, je trouvais qui est lent, qui est fait qui est en lent, mais subtil. qui dure comme 1h30. Là, Oui, c'est ça, il n'est pas pénible. Là. Non, mais je trouve que tout est en subtilité, en finesse. Fait que moi, j'ai vraiment très, très bien aimé. Un silence. Puis, petit fun fact, c'est inspiré d'une vraie affaire du milieu des années 2000. Moi, je me rappelle un petit peu. En Belgique, c'était Marc Dutroux qui... j'ai bien dit, hein, Dutroux, oui. Qui avait tué quand même quelques enfants, puis avec un prédateur sexuel et tout ça. Là. Puis, donc, c'est son avocat, Victor Issel, qui défendait les victimes. Puis finalement, cachait quelque chose lui aussi. C'est ça. Ouais, disons ça comme ça. Exact. Vous irez lire sur la vraie affaire. Après avoir vu le film. Ou il doit y avoir 17 podcasts de True Crime qui couvrent ça. J'imagine, ouais. C'est sûr. Pas de documentaire? Oui, mais avant, j'aimerais te parler du drame Canaval de Henri Pardot. Oui. Qui est une coproduction, je pense que c'est même un film 100% québécois, qui se passe en 1975. Une mère et son fils vont fuir Haïti, qui est sous la dictature de Duvalier fils, Baby Doc, là, que, en tout cas, père et fils ont été longtemps régnés sur Haïti. Mm-hmm. Fait qu'ils vont, dans leur transit vers une nouvelle place en quête de paix, parce qu'elle, en fait, est institutrice. Puis on l'accuse d'avoir des idées de communisme et des idées nouvelles et blablabla. Fait que craignant pour son intégrité et celle de son fils, vont quitter, vont se retrouver un peu à Chicago, puis éventuellement dans un petit village au Québec, qui peut rappeler rue un peu d'une certaine manière, mais encore plus petit bled que ça. Sauf qu'il arrive là, évidemment, en plein hiver. Fait qu'ils sont accueillis par Albert et Cécile. Albert qui est joué par Martin Dubreuil. On voit énormément au cinéma, mais souvent dans des comme troisième rôle, là, c'est quand même un rôle assez présent parce que tout le long du film, pas mal sont dans cette famille-là. Qui sont un couple sans enfants puis qui vont être super bienveillants puis qui vont se prendre d'affection pour le gamin. Sauf que le garçon va quand même avoir de la misère à s'adapter à sa nouvelle vie et surtout qu'on va voir, c'est que des adultes comme des enfants dans le coin, en région des années 75, voir des petits Haïtiens noirs. C'est comme Hérouville un peu, on est dans ce coin-là. Écoute, je connais pas assez la saga. Là. Je me souviens du maire, des affaires de même, mais je suis pas assez... C'est un peu xénophobe. Ouais, c'est ça. Fait que on est beaucoup dans le point de vue du garçon. Mm-hmm. Qui va amener tomber aussi un peu dans l'imaginaire avec se voir son lui-même un peu dans son, pas son subconscient, mais le côté enfant haïtien qui va l'accompagner dans certaines affaires. Fait que c'est un film très touchant. On a eu beaucoup quand même récemment, justement, on parlait de Rue. Il y a eu Moi Capitaine, qui était vraiment sur le voyage. Ici, on est dans l'arrivée. Rue était le côté très bienveillant de tout ça. Ici aussi, on voit qu'il y a des bonnes personnes, mais il y a des moments plus tough pour la mère et le fils. C'est pas parce que tu es arrivé là que tu as complètement oublié qu'est-ce qui s'est passé, puis tu es déchiré, puis tu as encore de la famille outre-mer et tout. T'sais. Fait que je sais que Henri Pardot s'est inspiré de comme la vie de sa famille, mais je sais pas où il se passe là-dedans. Je sais pas si lui-même était comme un peu le garçon là-dedans ou s'il y a une génération en dessous ou quoi que ce soit. Là. Mais il y a quelque chose là-dedans. On utilise aussi beaucoup les flashbacks pour comprendre de plus en plus qu'est-ce qui les a forcés à quitter puis les violences qu'ils ont subies. Fait que voilà, c'est quand même c'est un très bon film. C'est juste que il n'y a pas de c'est juste que là. Il joue beaucoup déjà à Montréal. Il y a eu la première. Le film fait beaucoup jaser positivement pour Canaval avec un K. Dans les autres sorties, écoute, il y a un documentaire sur les expos. Nos amours, la saga des expos de Montréal de Robbie Hart, lui qui a fait il n'y a pas si longtemps Francoeur, on achève bien les rockers sur Lucien. Je pensais que c'était juste de plateforme, mais finalement, il y a quelques salles de cinéma qui le diffusent, notamment des Guzzo, je pense. Fait que, écoute, checkez ça si ça vous intéresse. C'est que il y avait eu le film, je pense que c'était en 2002, Nos amours, alors que les expos étaient en pleine débâcle juste avant qu'ils déménagent. Puis là, on revient, ça fait déjà 10 ans, là, depuis 2012, en fait, que Robbie Hart travaille sur le projet. Quand même. Fait que c'est un documentaire sauce classique, là. On prend les gens dans leur milieu de travail, on les cadre, ils parlent
d'un peu du départ, mais de combien ils ont travaillé pour essayer de revoir les expos. Il y a du monde qui ont travaillé dans des filières administratives de tout ça, quelques anciens joueurs. Là. J'ai pas noté tout le monde. J'avais écouté la bande-annonce. J'ai pas vu le film. Mais Moi, j'ai entendu que ça, c'est comme un peu en deux temps, où d'une part, on retrace l'histoire des expos, mais en même temps, on mêle ça avec le souhait des ramener et ouais, tout c'est ça. ça. Fait que, moi, je pense que ça peut être assez intéressant. Ouais, il y a de quoi de bien là-dedans, mais moi, Ouais. c'est un peu comme nous, on est ici à Québec avec les Nordiques, puis c'est pareil. C'est comme, s'ils reviennent, tant mieux, puis je vais être au rendez-vous, mais je trouve ça Je quasiment. perds pas du sommeil là-dessus. Ben non, puis je trouve ça quasiment dommage que certaines personnes soient comme mettent tous leurs efforts pour Ouais. ramener. Tu sais, c'est bien plus grand que vous autres, là, parce qu'ultimement, c'est pas comme si ces ligues-là, bon, on dit que les expos seraient plus proches d'un retour que les Nordiques, mais tu sais, amener son parti parce que ça marchait pas financièrement, puis la situation n'a pas 100% changé. Là. La démographie n'a pas tant que ça augmenté, puis tu sais, tout coûte plus cher. Fait que si C'est ça marchait sûr. pas dans le temps, ça marchera pas vraiment plus maintenant. Là, tu sais. Fait que, Mais tout dépend du propriétaire, je pense qu'il est là, sans faire un gros discours sur l'économie du sport, mais c'était un peu ça aussi, les expos, comme les Nordiques, c'était plein de propriétaires minoritaires qui ne voulaient pas injecter de l'argent dans l'équipe. ok. On bâtissait des grosses équipes, les joueurs arrivaient à Ouais, c'est terme ça. pour les signer, des gros contrats, puis on les laissait aller. Fait que les gens se sont juste tannés à la fin, puis je pense qu'ils ont fait 3 fois le coup. Puis là, la dernière fois, les gens ont juste débarqué, puis on dit, ben là, nous, on n'embarque plus, là. Ben, c'est que- ça, fait que ça prendrait vraiment un riche, Ouais, pas aristocrate, mais comment le peut-il non ceux Mécène en Ouais, quelque c'est part, ça, là, là, qui lui est prêt à perdre un peu un d'argent. philanthrope, là, qui vient c'est ça, dit, là. moi, c'est juste pour le Ou un plaisir des consortium, avoirs. là, puis- tu parles 2-3 grands actionnaires, mais qui ont les poches profondes. Puis, fait que non, tout ça va être une saga à suivre, mais... Puis, il y a pas, ils n'ont pas annoncé justement que finalement, si les Athletics allaient quitter Oakland, ou je mélange les choses, il me semble que... ou c'est par rapport à leur stade, ou il me semble Ouais, que c'est à Las Vegas qu'ils vont... Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est oui. le même principe. Eux autres Ouais. aussi, c'est ce qu'on voit dans le film Moneyball, qu'ils Ouais. n'ont pas l'argent, fait qu'ils sont juste un farm club. Dans le fond, ils servent à grandir des espoirs, puis après, ils vont signer ailleurs pour vraiment plus Ouais. cher. Puis... Fait que, ouais, c'est triste, là, tu sais. Faut que tu... Puis en tout cas, au baseball, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de plancher salarial. Là. Il y a un genre de plafond, mais tu as juste des pénalités. Tu peux Ouais, le c'est dépasser si tu veux. Là. Ouais. Fait que les Dodgers, les Yankees, les Alors, Red t'as un Sox ont souvent déséquilibre dépassé. total, là, tu sais, des masses salariales de 200 millions contre 50 millions pour Ouais, d'autres ouais, équipes, c'est ça, tu sais. Ça n'a aucun sens. Au hockey, il y a un plancher puis un plafond, mais il Ouais. faut que tu sois capable. là. C'est pour ça que, en tout cas, petite histoire de hockey, là, vous savez le savoir, là, tu sais, des équipes comme en Arizona pendant longtemps, qui d'ailleurs déménagent aussi, mais tu sais, ramasser des contrats de joueurs surpayés qui étaient en déclin juste parce qu'ils avaient besoin Ou du qui jouaient minimum. plus. Là. Ouais, c'est ça, C'est tu sais. ça. Ouais, des joueurs blessés. Juste À pour long dire, terme, ouais, regarde, c'est on ça. l'a, là, on le minimum, mais le vrai roster qui joue, c'est 14 millions parce que c'est tous des recrues puis du monde signé pour 1 million. Puis ils sont dans les estrades blessés à jamais, tes gars payés 12 millions. Là, des Brian Campbell puis des affaires comme ça qui vont être Jovanovski, là, qui vont finir leur carrière là-bas. Pas Pronger aussi. Ça se peut. Il y a eu chez Weber qui est passé par là en 15 minutes, je sais plus Mhm. trop. Le joueur n'a jamais mis le pied là-bas pour vrai. Il n'y a pas Ossa. Son contrat est allé finir là-bas, je pense. Ça se peut, Ou oui. Avlat, là, tout ce monde-là. Mhm. Bref. Et il y a la comédie Comme par magie de Christophe Baratier, qui nous a donné à l'époque Les choristes et plus récemment Le temps des secrets de Marcel Pagnol et sa Ouais, jeunesse. ouais, quand même. Ici, avec Kev Adams et Gérard Jugnot, on va suivre un magicien qui est en pleine ascension, mais malheureusement, sa conjointe et assistante meurt pendant l'accouchement de leur enfant. Fait qu'il va se résoudre à confier le nourrisson à son beau-père, puis recommencer à travailler avec une nouvelle assistante. Son beau-père qui est un ancien clown. Fait que dans le monde du cirque, ça va donner une comédie dramatique de bons sentiments Je sais pas si c'est encore assez légère. toujours aussi populaire qu'Eve Adams, mais comme une dizaine Ben, il d'années, tourne en était- tabarouette ouais, c'est ça. dans des films. Puis, mais tu sais, on le dit souvent, là, les Français produisent vraiment plus de films. Ben oui, fait puis qu'ils- pas tout traverse non plus ici. Là, fait que... Ben, il y a ça, mais je veux dire, c'est pour ça qu'ils sont capables d'être dans 3 films par année. Là, tu sais. Nous autres, si t'as même les faces qui reviennent souvent, là, tu sais, si tu vois Guillaume Cyr dans 3 films dans la même année, tu sais, on a un petit problème de casting parce qu'il aurait pu varier un peu, mais si tu arrives à faire un film par année, c'est très bon. Là, tu sais. Ou tu vas avoir une espèce de timing qui fait que tu as 2 films, 3 films la même année, rôle principal, rôle secondaire, puis là, on ne te voit plus pendant 4 ans. Là. Là-bas, c'est ça, là, des Frank Dubosc, des Kev Adams et Thierry Lhermitte, ils jouent constamment là, dans des films, là, dans des comédies. Là. Fait que voilà, pour Comme par magie. Mais ouais, c'est tout pour cette semaine. C'est tout ce que j'ai noté, c'est assez.
La semaine prochaine, le 10 mai, Kingdom of the Planet of the Apes, le royaume de la planète des singes de Wes Ball, qui va se situer donc après la plus récente trilogie qui avait été complétée par Matt Reeves. Plusieurs années après aussi. C'est ça. Une grosse saute de temps. Qu'on va découvrir, est-ce qu'on va aller directement sur le fameux premier film ou est-ce qu'on va laisser la place à d'autres films pour une autre... Ils n'ont pas annoncé comme tel une trilogie. Je pense que oui, il me semble. Okay, bon. Fait que Wes Ball est un gars de trilogie, lui, qui a fait les Maze Runner avant. Il y en a eu 3 ou 4 de ces affaires-là, je sais plus. J'ai perdu le compte. Ouais. Bref, on en reparle ça et bien plus la semaine prochaine. D'ici là, comme d'hab, écrivez-nous au balado au singulier à commercialmonciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous avez l'envie de jouer au tarot, prenez garde d'où provient le jeu.